Bertram, tome 1, par Louis-Dominique Sarrazin, 2004. Chapitre 1. Faire acte de chair avec le diable. Il l'écrasait, la harponnait, l'étouffait de baisers, la réduisait à merci et se moquait joyeusement de sa vertu. Car n'était-elle pas vertueuse ? Mais il revenait d'un lointain voyage et d'un glorieux combat. Il était beau, grand et blond. Il avait un pur visage de prince, et elle était à lui de tout son corps, de toute son âme. Jouissant d'être moins que son esclave, l'humble glèbe qui se laissait labourer et qui sentait enfin revenir en elle la merveilleuse convulsion du printemps. Elle poussa un cri et se cambra. Il retomba sur elle en grognant. Elle avait beau fermer les yeux, ce grognement bestial, chaque fois, brisait la rêverie. Hélas, le prince de son lit n'était ni beau, ni blond. Fort, certes, et brave jusqu'à la témérité, ce cher Robert, mais plutôt ridicule à cette heure, avec sa chemise longue, à la mode bourgeoise, et son bonnet de laine, dont les pointes tremblotaient sous les derniers spasmes. Trompez votre époux en esprit, vous livrez à toutes sortes d'imaginations et vous enflammerez ainsi, répétait son confesseur. C'est faire acte de chair avec le diable. Robert était large de torse, brun et noir de poils. On ne l'aurait guère distingué de ses paysans. Il ne lui avait offert qu'une sorte de grande bâtisse qui tenait autant de la ferme que du château, avec ses 3 tours inégales. N'empêche, il prospérait tandis qu'elle était pauvre. Mais il se fichait de la dot. Elle prétendait lui apporter la renommée d'une vieille famille ruinée. Elle lui apportait surtout cette beauté nordique qui le fascinait tant. En échange, elle serait le fils qu'elle voulait, dût-elle y mêler le diable. Elle ramena la couette sous son menton et sourit. « Nous attendons un enfant, Robert. »« Robert, vous m'entendez ?» Mais elle n'obtint pour toute réponse que le ronflement léger de la béatitude endormie. Chapitre 2. Une secousse d'outre-monde. Ce 26 novembre venteux mugissait sur la mer que fuyaient les mouettes. Le noroît montait à l'assaut des terres, grondant le long des bruyères et sifflant sur les ajoncs. Un homme, arc-bouté contre la bourrasque, fouettait le bourrin qui, tant bien que mal, tirait sa carriole de la motte Brons au hameau du Trémeur. Passé le calvaire de la Fourche, à gauche, une fumée blanchâtre apparut, aussitôt dispersée par le vent au détour de la butte, à l'orée des bois noirs. Puis, un toit de chaume. « Grâce à Dieu, se dit l'homme, Soisic est chez elle. »« Oh !» cria-t-il en tirant sur les rênes. Les volets clos laissaient filtrer une lueur douce. Il serra le frein, sauta à bas de la voiture et courut vers le halo rassurant des fenêtres. Que Soisic disparaisse un jour et chacun, tout alentour, se sentirait orphelin. Il émanait de sa maison mauve et dorée, à la frontière de la nuit et du soleil couchant, la même aura qu'en elle, cette sorte de douceur qui n'est que le secret suintement d'une force. Épanouie, ferme, brune, à la chevelure libre, elle portait bellement la trentaine et les parties ne lui avaient pas manqué, mais on ne lui connaissait pas d'homme. Il est vrai que son existence ne se prêtait guère à la vie conjugale. En forêt ou sur la lande, dans la rosée du petit jour ou même au lever de la pleine lune, on la voyait ramasser des herbes, les lier en bouquets, puis s'en retourner chez elle pour les suspendre aux solivès, d'où elle embaumait la demeure de délicates effluves. Le vendredi, elle visitait les malades, fournissait les catarrheux en décoction, tisane et fumigation. De temps en temps, elle remettait un membre, aidait à naître ou accompagnait un trépas. Puis, elle allait à la messe pour qu'on ne la soupçonne pas d'autre pacte que celui de la charité. La tempête l'avait ramenée à son foyer et, pour l'heure, tournée vers l'âtre crépitant, elle plongeait sa louche dans la marmite où mijotaient des fèves et du lard quand 4 coups sourds ébranlèrent sa porte. « C'est Yvon, ouvrez-moi vite pour l'amour de Dieu !» Soisic fit glisser la traverse sur ses crochets. Les flammes se couchèrent. Yvon entrait avec la poussière du chemin et le vent de la lande. « Ça y est, cette fois !» fit-il essoufflé.
La dame, elle est en travail, vite !» « Bon, dit Soisic, mon sachet d'antimoine. »« Pourquoi faire ? Ne pose pas de questions, des serviettes et ma bassine. »« Ils ont tout ! Prends ma bassine. C'est déjà là-bas, vous dis-je. Je le laverai dans la mienne. Elle est dolente, Soisic, hâtons-nous. C'est comme une houle qui veut saillir. Il sera fort. C'est épouvantable. Elle hurle, elle jure de douleur. Elle va passer. Prends ça et va, grand bonnet. Je clôt le ventail et te rejoins. » Au pays de Soisic, le ciel est plus grand qu'ailleurs. Le souffle d'un océan jamais loin y brosse une fresque où la lumière épouse les ténèbres plus qu'elle ne les combat. Et, ce soir-là, mieux qu'un autre. Il traînait, à l'ouest, au fond de l'horizon, une charpie qui se déchirait en lambeaux rougeoyants, tandis qu'une nuit bleue d'encre s'abattait du côté du château où s'allumait l'œil des fenêtres brusquement réveillées. De loin, sur la courbe du chemin, le chariot d'Yvon semblait presque immobile. Une mouche, dont on aurait ôté les ailes, approchait pourtant. On cria un ordre sur les remparts. La grande porte s'ouvrit. Des gens se massèrent sous le porche. Quelques faces anxieuses sortirent de l'ombre à la lueur d'une torche. « Écartez-vous » On entendit le trot lourd du roussin sur le pont, puis les roues de la voiture comme un bombardement de boulets, puis le crissement du sable apporté par le vent sur l'affleurement granitique. L'homme à la torche, un certain Mathias, saisit les rênes aux morts et mena l'équipage au grand escalier de la cour. Tout le corps de logis était en émoi. De haut en bas, d'invisibles mouvements ébranlaient la bâtisse. Portes qui claquent, pas précipités dans les couloirs, cris, appels, objets métalliques rebondissant de marche en marche. Soisic tendit les mains d'un geste impatient. Du haut de la carriole, Yvon passa la bassine de cuivre avec le linge enveloppant ciseaux, poudre, ongles, vinaigre et, pour parer à tout, le rasoir, les écarteleurs, l'aiguille torse et le fil de soie. Une petite fille, levant sa lanterne au papier déchiré, leur fit signe de la suivre. Elle résumait les événements tout en marchant. On n'avait pas pris le temps de mener Dame Jeanne à son lit. Soisic s'efforça de saisir le récit haché et monocorde de la fillette qui semblait, comme bien des Bretons, ne parler que pour elle-même. Les contractions avaient commencé à Vêpres. On était allé de la chapelle à la grande salle du rez-de-chaussée où la table d'hôte était déjà dressée sur ses tréteaux. On avait apporté des couvertures, des draps, des coussins, ranimé le feu dans la cheminée monumentale. Enfin, au-dessus des jonchés de fougères et d'ajoncs répandus pour un festin retardé, on avait suspendu le décor que Soisic apercevait maintenant. Le chatoyant décor des tentures coupe-vent ravivées par les flammes. 3 visages se tournèrent immédiatement vers la sage-femme à son arrivée. Elle reconnut Célidoine du moulin de Bazouges, Gaëlle, la chambrière, Amandine, la servante. Catherine, la sœur de Jeanne, était là aussi, mais elle ne daigna pas lever la tête pour ce renfort qu'elle désapprouvait. Sévère, dans une robe de veuve en velours noir, à peine adoucie d'une mince collerette brodée, elle demeura penchée sur la couche improvisée et n'eut qu'un bref regard pour la visiteuse. La houle, évoquée par Yvon, s'était provisoirement apaisée. Jeanne somnolait en quiétude. Le vent soufflait à travers les corridors, de l'eau bouillait dans un chaudron. Et de l'autre côté, Robert, impatient, tendu et l'estomac creux, marchait à grands pas, écartait la tenture, scrutait Jeanne endormie et poussait un soupir. Derrière lui, plongé dans la lecture de son bréviaire, on apercevait la silhouette du père Gondran, trop absorbé, celui-là, pour connaître la fin. Catherine fronça les sourcils. Soisic demandait que l'on fît chauffer du vin au miel. Est-ce bien recommandé ? À ce moment, un lévrier vint lécher la main de Jeanne endormie. Elle ouvrit les yeux et aperçut le sourire de Soisic. La dernière fois, elle était venue pour une entorse. Jeanne, qui la connaît bien, est en confiance. Amandine apporte le vin chaud. Jeanne, encouragée, vide la coupe. Soisic se penche pour lui glisser quelques mots. Jeanne acquiesce, murmure quelque chose à l'adresse de sa sœur qui proteste. Jeanne insiste. Catherine se détourne en faisant signe à l'assistance de la suivre. « Ma très chère sœur désire être seule un moment, » dit-elle, jetant un œil noir en direction de Soisic. Il y a longtemps que, dehors, la nuit s'est refermée sur un ciel aussi mugissant que l'abîme où sombra la cité d'Is. Aucune lueur ne permet de deviner là-bas, au creux de la combe, le village tapi non loin des bois noirs. Seule résiste la solide bâtisse de Robert, ancrée tout feu allumé,
sur les violettes ondulations de la lande. Soisic s'est rapprochée de l'âtre. Elle jette une pincée de poudre sur les flammes qui prennent une coloration verdâtre. Robert, qui a soulevé la tenture, la laisse aussitôt retomber, incommodé par l'âcre odeur. Dehors, le vent redouble. La porte du grand corridor frémit sur ses gonds. Le chien émet un jappement plaintif. Jeanne ouvre les yeux. De nouveau, son ventre remue. Soisic entonne une antique mélopée. « Chantez, Jeanne, chantez avec moi !» Jeanne lui saisit la main et chante, haletante, hallucinée, une sorte de litanie entre plainte et complainte. Soudain, la tempête s'arrête. Un éclair fige toute lueur, puis s'éteint. Alors, un grondement suivi d'une secousse d'outre-monde ébranle le château. De l'infini se rapprochant, puis retournant vers l'infini, d'un esprit de ténèbres, ou peut-être de femme, un terrible hurlement traverse la nuit, pétrifiant chacun à la place où il a été surpris. Robert, le premier revenu à lui, a brutalement relevé la tenture. Il entre, Gontran le suit. Les femmes, de retour, se pressent derrière Catherine, prêtes à s'en prendre à la coucheuse. Jeanne s'est évanouie. Soisic a plongé le nouveau-né dans la bassine remplie d'eau tiède, puis elle l'a saisi par les chevilles tout ruisselant. C'est un garçon. Elle sourit au père qui s'approche, sourcils froncés, regard hostile, comme s'il ne s'agissait pas de son fils. Soisic se détourne et, d'une tape, libère du petit corps un cri étrangement grave. « Grand Dieu !» s'écrie Robert. Chapitre 3. Je vous parle de notre fils. Comment est-il ? Adossée à son grand oreiller de plume aux côtés de Robert, Jeanne avait tourné son regard anxieux vers lui. Tous les deux étaient assis dans le grand lit ancestral aux courtines tirées. Lourd rideau de velours vert qui protégeait des courants d'air et des regards et aurait dispensé une obscurité totale. Mais la flamme d'une chandelle, protégée par un verre bombé fixé sur une coupelle juste au-dessus de Robert, permettait à celui-ci de feuilleter les pages d'une copie délicieusement enluminée du Chevalier à la charrette. Que faire d'autre auprès d'une épouse palote et tout amaigrie qui, depuis ses couches, avait de moins en moins la tête à gaudir. « De qui parles-tu, mamie ?» dit-il en lui prenant la main. « Quelle pernicieuse habitude que de lire au lit !» s'écria Jeanne. « Ma sœur et moi vous avions offert un beau lutrin, et bien pratique ce me semble. » Elle tourna la tête vers les épais velours qui l'environnaient. « Je vous parle de notre fils, Robert. De qui voulez-vous » Agacé, Robert lâcha la main trop froide qu'il venait tendrement de saisir et reprit le vouvoiement. « Il est en pleine santé, je vous l'ai dit. »« Non, je suis sûr que vous ne me dites pas tout. »« Quelle idée, Jeanne !»« L'avons-nous bien réussi ?»« Mais bien sûr !» assura Robert, qui sentait poindre un sentiment de culpabilité envers lui-même et de commisération à l'égard de sa femme. Il reprit sa main qu'elle lui retira vivement. « Comment pouvez-vous me refuser d'aller à son baptême ? Vous tenez à peine debout. Je vais beaucoup mieux. Les médecins, ils ne savent rien. Soisic elle-même sait comment je me sens. Mais on le voit bien, Jeanne, au bout de 3 pas, vous chancelez. Non, vous êtes encore beaucoup trop faible. Pourquoi le baptiser si tôt ? C'est plus sûr. Vous me privez d'une joie légitime. Je préserve son âme et votre vie. De bien grands mots. Patience, mamie, et s'il vous plaît, laissez-moi un peu lire. Il y eut un long silence, durant lequel on entendit une page tourner, puis... De quelle couleur sont ses yeux ? Jeanne faisait sa voix douce. Comme Robert ne semblait pas l'entendre, elle caressa son avant-bras dans le sens des poils. Il soupira et, résigné, referma le lourd volume. Ses yeux, je ne saurais vous le dire au juste. Mais vous l'avez bien vu. Certes, mais je ne suis pas poète et ce n'est pas la chose auquel je m'arrête. Mais il n'est pas nécessaire d'être poète pour connaître la couleur des yeux de son fils. Jeanne, il est tard. Soyez gentil, mon époux. Voulez-vous essayer de me le décrire un peu ? Est-il blond comme sa mère ? Brun, je vous l'ai déjà dit. Bouclé ? Oui, bouclé, si l'on veut. Si l'on veut ? Mais que voulez-vous dire par là ? Ah, mais rien du tout, ma chère. Pourquoi dites-vous « si l'on veut » ? Parce qu'il est plutôt frisé, lâcha Robert, qui perdait patience. Frisé ? Oui, comme son grand-père.
Cela ne vous plaît pas ? Je ne sais, dit Jeanne, d'une voix soudain incertaine. Robert éteignit la chandelle. Le bavardage des femmes suscite d'immanquables maux de tête. Passée une certaine heure, la sagesse commande de n'y plus penser. Robert croisa les mains sur son ventre et ferma les yeux. Aurait-il pu si vite et si bien dormir s'il avait connu les intentions de Jeanne ? Elle y songeait avec ardeur et résolution. Demain, malgré l'avis du mire et contre la volonté de son mari, elle se lèverait, elle marcherait, elle suivrait les mouvants cortèges des servantes, des valets, des meuniers, des écuyers, de quelques dames et de 2 ou 3 chevaliers, jusqu'au bassin de pierre, où l'on verserait sur le front de l'enfant qu'elle n'avait jamais vu l'eau froide et lustrale d'un premier baptême. Il y en aurait beaucoup d'autres. En attendant, il y a des miracles. L'obstination en produit tous les jours. Cette même nuit, Célidoine, la nourrice, assise au lit, 3 coussins derrière le dos, serrait contre elle l'enfant dont Jeanne aurait tant voulu surprendre les premiers babilles. Il pleurait. C'était la première fois que Célidoine l'entendait pleurer. Non point un cri, mais une plainte. Une plainte rauque, grave, qui n'était pas d'un nourrisson. Avait-il mal ? Avait-il peur du vent ? Pouvait-il sentir l'angoisse de Célidoine ? Elle habitait pourtant une solide maison de pierre au bord d'un torrent qui s'évasait en aval vers le moulin à aube construit sur le rocher juste au milieu du cours d'eau. Elle n'était pas loin du château, mais située dans un creux, elle n'en était visible que de la plus haute tour. Du village, dont Célidoine n'apercevait ni maison ni clocher, on ne pouvait la voir non plus. Si bien qu'en ces temps incertains, elle se sentait parfois plus isolée qu'il ne le faudrait, surtout en l'absence de Bazouge. Des Bohémiens, les Égyptiens comme on les appelait souvent, s'étaient installés sur la berge. Il en était ainsi chaque année, de la Saint-Martin à la Nativité, sous prétexte que ce saint partageait son manteau avec les pauvres et les errants. Robert leur accordait asile, d'autant plus volontiers que leurs acrobates agrémentaient les fêtes. Mais on se méfiait d'eux, et toutes les disparitions de ces derniers jours, d'une poule à un cheval, leur étaient attribuées. Plus inquiétante encore était leur réputation de voleurs d'enfants. À les voir, cependant, chanter et danser autour des feux de camp, ils ne paraissaient pas si mauvais. Ce qui tourmentait vraiment Célidoine, c'était demain. La journée qui venait aurait dû être un grand jour, un vendredi mémorable, mais elle était chargée d'incertitudes. L'enfant serait baptisé en l'église Sainte-Marie de Bronze, et pour la première fois, la mère verrait son rejeton. Avec quels yeux ? Dans l'obscurité, Célidoine sentit une main minuscule serrer ses doigts avec une énergie farouche. Elle se glissa hors du lit et déposa le petit seigneur dans sa couche. Il émit un gémissement bref, aussitôt apaisé par les mouvements du berceau. Célidoine chantait le joli nom qu'on lui reconnaîtrait devant Dieu. Bertrand, Bertrand Duguay, d'Aclin, d'Alquin. Allait-on déjà le lui enlever ? L'enfant se retourna. Célidoine percevait sa respiration courte mais régulière. Il dormait sans avoir desserré sa prise. Le vent s'était apaisé. On pouvait de nouveau entendre, sous les acclamations du torrent, le raclement lointain de la roue à aube. Jeanne s'éveilla au chant insistant du coq. La place de Robert était vide. Elle craignit de s'être fait surprendre par l'heure et se jeta au pied du lit. Aussitôt, le sang parut se retirer de son corps et la tête lui tourna. Elle appela Gaëlle, sa chambrière. « Je suis là, madame. Aidez-moi, je dois me mettre debout et marcher. Cela vous est interdit. Toi, fais-tu toujours ce qui est promis et permis ?» Comme elle cherchait à se redresser toute seule, la chambrière la saisit précipitamment par un bras. Elles firent 2 pas ensemble, et ce fut comme si un voile de carême tombait sur les yeux de Jeanne. Elle chancela. La chambrière la prit par la taille et la fit reculer jusqu'au lit. « Vous voyez, dit-elle, vous ne... » Elle se tut, surprise de voir les larmes ruisseler sur le visage de Jeanne. Catherine parut au fond de la pièce. « Que vous a fait ce gros lourdeau ?» lança-t-elle, toujours prompte à soupçonner Robert d'être cause de tous les chagrins de sa sœur. « Je n'irai pas au baptême de Bertrand. » Aurait-il eu la cruauté de vous l'interdire ? Ce n'est pas ce qui m'arrêterait, ma sœur, vous me connaissez, non,
Mais je ne puis faire un pas hors du lit sans tourner de l'œil. Il vous garde alité et confiné depuis des jours. Comment voulez-vous reprendre force ? Non, non, je ne suis bonne à rien. Le moindre effort m'épuise. Respirer, simplement respirer, m'est pénible. On ne va pas me transporter avec mon lit, hein ? Allez, Catherine, allez-y à ma place. Vous me raconterez. Et vous, Gaël, recouchez-moi. Je renonce. Quoi qu'il en soit, chacun savait ce qu'il en était et nul n'attendait Jeanne au baptême de l'enfant. En l'église de bronze, la cérémonie était déjà commencée. Il avait les yeux d'un vert limpide, plein de vie, le regard joyeux et soudain, tout grave, intrigué par ce qui l'entourait et qu'il voyait pour la première fois. Le doux éclat des vitraux dans la pénombre, les sourires inconnus, la flamme d'un grand cierge blanc, l'homme au surplis éblouissant sous les rayons qui tombaient des voûtes, le coquillage nacré au-dessus de sa tête, le goût surprenant du sel et le frais contact de l'eau sur son front qui le fit suffoquer, pendant qu'une voix solennelle s'adressait à lui. « Je te baptise, Bertrand, au nom du Père et du Fils. » C'est alors le carillonnant vacarme des cloches qui s'envolent au-dessus de bronze, au-delà des bois et des landes, jusqu'au château où s'arrête le cœur de Jeanne, si poignée en un tel jour de ne pas être avec ce fils que tout semble conspirer à tenir éloigné d'elle. Aux portes de l'église, les mendiants attendent la sortie du cortège d'où jaillira la joyeuse pluie de pièces et de fifrelins dont ils chercheront fiévreusement les reflets dans la poussière. Au-dessus d'eux, comme des diables tombés des corniches, les acrobates font des bonds vertigineux et plus loin, les Égyptiennes dansent au son des tambourins. Catherine fut la première à revenir vers Jeanne. Le soleil déclinant reprenait un à un ses traits qui viraient de l'or au sang. La chambre était plongée dans la pénombre. « Eh bien, ma sœur, fut-ce une belle cérémonie ?» Catherine s'approcha lentement du lit où languissait Jeanne, inquiète. « Très joyeuse et très belle. Y avait-il du monde ? Tout bronze, même l'échevin et le bailli et la jeteuse de sorts, votre Soisic, celle que les bohémiens tiraient par la manche au sortir de la messe. Il y avait des Égyptiens, dansant, gesticulant, chantant, plein. Les largesses de votre époux les attirent comme des mouches. Mon fils était-il sage ? Était-il beau ? Sage, oui, je crois. Beau, je ne l'ai guère vu. Tout couvert qu'il était de cette robe et de ce bonnet ridicule dont on les affuble ici. J'ai aperçu son front, qui est grand, et son nez... Son nez ? Petit, en trompe. Les deux femmes éclatèrent de rire en même temps. L'atmosphère se détendit. Catherine s'approcha du feu et tisonna les braises. Et Robert ? Il a maigri. Son pourpoint lui allait bien. Il a pris l'enfant dans ses bras aussi fièrement que s'il l'avait fait. Un peu quand même. Oyez ! Laissa tomber Catherine, de nouveau songeuse. Au moulin, Célidoine et son époux Bazouge se réjouirent du retour de Bertrand. Robert leur fit l'honneur de demeurer avec eux le temps de goûter à leur cidre et à une miche de sarrasin encore toute chaude. « Sarrasin, c'est comme ça qu'ils auraient dû s'appeler !» dit-il, en pinçant doucement la joue de l'enfant qui riait dans les bras de Célidoine. « Point du tout, protesta la meunière. C'est un chrétien maintenant. » La grand-mère, assise sur le banc, devant le feu, rajusta la courte pointe qui lui couvrait les jambes. « Je lui raconterai des histoires pour lui apprendre à se méfier des renards et des loups. »« Et des jolies filles, compléta le meunier. »« Il en sait quelque chose, l'homme qui vous parle, » s'écria Célidoine. « Tu es une exception, ma douce, fit Bazouge. Mais toi, que lui raconteras-tu ? » Je lui chanterai nos chansons de France. Il parlera gallo avec les Bretons et chantera français avec nous. Ah, il faudra bien qu'il parle français aussi, murmura Robert. Avez-vous des nouvelles de votre fils, Yann ? Aucune. Il voulait être soldat, n'est-ce pas ? Voir du pays, qu'il disait, tout plutôt que prendre ma suite. Un ouvrier entra, portant de lourdes bûches dans un panier d'osier qu'il déposa devant l'âtre. Robert pensa à ces gens qui patientaient dehors, dans le froid. « Il faut que je rentre. Merci de prendre soin de Bertrand encore un peu de temps. »« Tout le temps qu'il faudra, monseigneur, » dit Célidoine précipitamment. Beaucoup plus qu'il n'en faudrait en réalité. Mais Célidoine et Bazouge l'ignoraient encore.